Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La philanthropie au cœur du modèle d'une société d'investissement. Aglaé Touchard-Le-Drian, partenaire chez Raise à Paris. Ça a fait réagir Lara Desmar et Gonzague de Blinière qui ont voulu montrer toute la richesse qu'il y avait en France et c'est ce qui les a poussés à créer cette société de gestion qui avait au cœur de sa mission la volonté de réconcilier l'entrepreneuriat avec la finance. Après une carrière en banque d'affaires, puis en conseil en strat, Aglaé a géré le fonds d'investissement d'énergie renouvelable au sein de la BEI. En 2019, elle a rejoint Raise pour diriger Raise Impact. Il s'agit d'une des activités qui a été développée par la société d'investissement française. Créée par Clara Guémard et Gonzague de Blinière, Raise a un business model innovant qui met l'humain au centre. Il s'agit d'un véritable écosystème qui accompagne des sociétés, des entrepreneurs et dont le modèle de croissance est fondé sur la bienveillance. Au cœur de ce modèle, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Sherpa, qui est financée par une partie du carried interest des équipes de gestion et dont le but est d'accompagner et de financer des entrepreneurs. Enfin, Raise soutient la collaboration entre startups et grands groupes au travers, entre autres, du prix David et Goliath. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Aglaé. Bonjour Solène. Je suis enchantée de t'avoir sur FinScale et vu ton agenda de ministre, c'est plutôt sympa de ta part de nous offrir un peu de ton temps. Ce que tu me disais hier, c'est que vous étiez en train de closer pas mal de deals en ce moment, donc ça doit pas être facile, sachant qu'en plus tu dois gérer l'école à la maison. Donc merci beaucoup de ta présence parmi nous. Alors à chaque épisode, je demande à mes invités de se présenter à nos auditeurs avant de rentrer dans le vif du sujet, donc the floor is yours. Merci beaucoup, merci Solène. Écoute, non, c'est moi qui suis ravie de pouvoir échanger avec toi en cette période bien particulière de confinement. Et je voulais te remercier surtout pour le thème de ce podcast parce que je pense que la finance peut être innovante et créative et permettre beaucoup de choses, notamment dans le domaine de l'impact. Donc, c'est chouette de donner une image plus humaine de tout ça. Mm-hmm. Alors, j'ai rejoint Raise, qui est une société de gestion l'année dernière. Et en fait, avant ça, j'avais passé 7 années au Luxembourg, où je travaillais pour le groupe Banque européenne d'investissement, notamment sur les sujets d'impact environnemental et social. Ok, je vais peut-être faire une toute petite digression à ce niveau-là. On n'entend pas beaucoup parler des programmes d'innovation qui sont faits en Europe et qui sont lancés par la Commission. Je pense particulièrement à un programme qui a été lancé il y a quelques années qui s'appelle Horizon 2020, qui est un programme pour la recherche et le développement. Et je m'étais renseignée l'année dernière, il y avait un budget de 80 milliards d'euros qui a été utilisé pour investir dans des PME et des plus grosses sociétés un peu partout en Europe. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, est-ce que tu pourrais, même si c'est pas 100% le thème d'aujourd'hui, rentrer un tout petit peu dans le détail de l'activité que tu as menée pour le climat au sein de la BEI et très concrètement, qu'est-ce que ça a apporté à l'Europe, également en matière d'innovation, parce que je pense que ça intéresse les auditeurs. Moi, en tout cas, ça m'intéresse particulièrement. Oui, non, le groupe BEI, c'est un groupe qui est très dynamique. C'est donc la banque de l'Union européenne qui est détenue par les 27 États membres. Et moi, je m'occupais plus précisément en fait d'un fonds qui investissait dans des projets d'énergie renouvelable dans les pays émergents. Et là encore, c'était très intéressant parce que la structure de ce fonds avait permis, en fait, grâce à ce qu'on appelle une first loss, c'est-à-dire à de l'argent de la Commission européenne, de l'argent public et d'autres États membres, d'attirer des investisseurs privés, des fonds de pension, par exemple australiens, canadiens, il y avait des investisseurs américains ou européens, pour financer justement ces projets en Afrique et dans d'autres pays émergents où ils ne seraient pas allés directement. Donc, c'est l'utilisation de la finance pour attirer des investisseurs à une échelle plus importante. Et donc, la banque a très bien joué ce rôle d'effet de levier. Ils ont beaucoup développé pas mal d'instruments dans ce style-là. Et là, en ce moment, en pleine crise Covid, le groupe a lancé un fonds de relance justement sur cette thématique pour utiliser des garanties et faire un effet de levier pour attirer plus d'investisseurs sur ces thématiques. Ok, merci beaucoup. Et avant d'être dans le groupe BEI, tu étais en France?
Tu étais à Paris? Oui, ouais, ouais. Avant ça, en fait, j'avais passé 6 années au sein du groupe Agence française de développement, Ok. où j'étais en France, mais toujours en voyage et en déplacement, parce que mon boulot consistait à investir en fait dans des entreprises dans les pays en développement et émergents. Mhm. Et à l'époque, le mot impact n'existait pas, mais il y avait vraiment cette idée d'arriver à lier la performance financière avec l'atteinte de critères environnementaux et sociaux et d'être capable de mesurer en fait cet impact. Et puis D'accord. avant ça, j'avais fait plus classiquement du conseil en stratégie et de la banque d'affaires. Ok. Et tu as fait Sciences Po, c'est ça, hein? Tu étais à Sciences Po, Ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Ok. J'avais fait Sciences Po et puis un parcours un peu plus de finance à Dauphine et à l'ECP. Ah, c'est vrai, tu étais à Dauphine, bah, comme moi. Voilà, on a dû se croiser. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage sur ton parcours. Alors pourquoi est-ce que je t'ai proposé de venir? Pour en revenir vraiment au sujet de ce podcast et de cet épisode, pourquoi est-ce qu'on parle de Raise aujourd'hui? En fait, moi j'ai découvert Raise en écoutant un podcast, comme tu sais j'en écoute beaucoup. C'est un podcast qui est animé par Mathieu Stéphanie, que je salue bien, qui s'appelle Génération Do It Yourself. Et c'est vrai que l'année dernière, au mois de mars, février ou mars, je ne sais plus exactement, Mathieu avait interviewé Clara Guémard, donc, qui est, je le rappelle, la cofondatrice de Raise. Et elle avait donc décrit, bien entendu, sa vie trépidante, extrêmement intéressante, et notamment son passage chez General Electric. Et à la fin du podcast, elle avait commencé à parler de Raise. Et c'est vrai que de mon point de vue, l'approche de cet écosystème, et tu vas nous décrire tout ça en détail, est vraiment hyper innovante. Et c'est vrai que quand l'année dernière, tu m'as annoncé que tu quittais le Luxembourg pour rejoindre Clara Guémard, alors franchement, j'étais triste hein, que tu nous quittes, mais extrêmement heureuse pour toi parce que moi, je trouve que c'est un projet transformant pour l'investissement et pour la finance en général. Donc c'est vraiment ça qui m'a inspiré pour te faire venir aujourd'hui pour en parler avec nous. Donc je vais te laisser expliquer. Maintenant, je vais me taire. Je vais te laisser expliquer tout ça en détail. J'aimerais juste te demander quelque chose avant pour introduire, enfin aller dans le détail de Raise, c'est de nous expliquer peut-être quelle a été la genèse de Raise pour Clara Guémard et Gonzague de Blinière, qui est l'autre cofondateur. Qu'est-ce qui a fait qu'il se lance dans cette aventure? Et puis après, je te laisserai décrire Raise en détail et nous donner beaucoup d'informations sur Raise. Maintenant, je me tais. Ok. Non, ben, Ray, c'est né en fait de la réaction à une tribune qui était parue dans Libération en 2012 et qui s'intitulait Jeunes de France, votre salut est ailleurs, barrez-vous. Et en fait, ça a fait réagir justement Clara Guémard et Gonzague de Blinière qui ont voulu montrer toute la richesse qu'il y avait en France et c'est ce qui les a poussés à créer cette société de gestion qui n'est pas comme les autres Mhm. et qui avait en fait au cœur de sa mission la volonté de réconcilier l'entrepreneuriat avec la finance. Mhm. Et très, très concrètement, en fait, au cœur du modèle de Raise, il y a une fondation qui s'appelle la fondation Sherpa, Raise Sherpa, et en fait, toutes les équipes d'investissement s'engagent à reverser la moitié de ce qu'on appelle le carré d'intérêt, de leur plus-value, à cette fondation. Et le rôle de cette fondation, c'est d'accompagner des entrepreneurs en France à travers à la fois un rôle de financement, à travers des prêts d'honneur Mhm. ou du financement en fait non dilutif et post-seed, Mhm. et puis également des programmes d'accompagnement. Et là, en ce moment, en pleine crise, ils sont d'ailleurs très, très actifs pour toutes les startups. Et donc, il y a cette idée aussi de relation, faire le lien entre les startups et les grands groupes. Mhm. Et dans les activités, en fait, au début, il y a eu l'activité d'investissement classique qui investit c'est du mid-cap. Et puis après, il y a eu un fonds immobilier qui a rejoint l'aventure. Et puis un fonds venture. Ok. Et il y a également une activité qui s'appelle Raise Lab, qui vise à la fois offrir du contenant et des contenus, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui va bientôt dans Paris qui permettra d'accueillir grands groupes et startups justement pour créer l'émulation. Et la dernière activité qui a été développée, c'est le fonds d'impact, Raise Impact, dont je m'occupe, et c'est un fonds qui a été lancé en 2019 grâce au soutien de la Fondation de France, qui est la plus grande fondation française.
Ok, bah écoute, merci, c'est très clair. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est que votre objectif, c'est donc de tisser des liens entre les startups et les grands groupes. Comment vous vous y prenez pour les faire se rencontrer concrètement? Ben, concrètement, il y a donc la fondation organise beaucoup de choses, notamment ce prix qui s'appelle David et Goliath, où l'idée c'est de montrer une coopération entre startups et grands groupes et de les faire travailler ensemble sur des thèmes bien spécifiques. Et il y a un prix qui est organisé chaque année où on voit ce qu'ils ont fait ensemble et il y a un gagnant et ça permet une collaboration après plus étroite. Euh, et aussi, en fait, il y a plein de programmes organisés par la Fondation. Notamment, elles permettent à des jeunes entrepreneurs d'être coachés par certaines personnes top level de grands groupes. Mhm. Donc, il y a une mise en relation permanente, en fait. Et est-ce que tu as des exemples de collaborations fructueuses dont tu peux parler, où une startup et un grand groupe ont réussi ensemble à monter un projet commun? Alors, l'année dernière, au prix David et Goliath, il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes. Il y avait notamment une collaboration entre une grande banque et une start-up qui offrait un mode de recrutement innovant à travers, en fait, en masquant justement, qui se veut être plus juste, en masquant l'origine des personnes. Mhm. Ça, c'était un type de collaboration. Il y avait dans le domaine de la mode une jeune start-up qui avait créé des mannequins nouveaux qui a été utilisé par une grande marque de luxe. Ok. Il y avait voilà des tricycles aussi qui permettent en fait d'alléger la peine des travailleurs qui a été mise en place dans une grande entreprise de construction. Donc Mhm. plein de choses comme ça. Ok, parfait, merci beaucoup. Et vous êtes combien au total, si on regroupe toutes les Raise, activités? écoute, ça grossit de jour en jour. Là, on est une petite quarantaine. Ah, ok, d'accord. Et uniquement à Paris, hein? Vous Oui. n'êtes pas présent dans d'autres pays ou dans d'autres villes de France? Non, en fait, non, Raise Lab, l'activité Raise Lab a un partenariat avec School Lab, qui eux sont aux États-Unis. Mhm. Mais l'activité est essentiellement non, en France, ouais, à Paris. Et vous collaborez, les équipes collaborent les unes avec les autres? Comment ça se passe au quotidien? Oui, alors ouais, il y a une collaboration permanente et c'est pour ça que c'est très riche cet écosystème. On a le lundi, c'est la journée des réunions et donc chacun fait le point sur ses activités et la fondation en fait est amenée très souvent à collaborer avec chacune des équipes d'investissement. On peut avoir des thématiques transversales. En fait, Clara et Gonzague sont des vrais entrepreneurs. Ils continuent à développer en permanence plein de choses. Mhm. Au-delà de tout ça, ils ont par exemple acquis un domaine dans l'arrière-pays niçois où ils veulent développer la permaculture. Et l'idée, c'est de Excellent, pouvoir aussi se retrouver là-bas génial. et créer un lieu inspirant. Donc, il y a une collaboration permanente. Super, super, vraiment très très intéressant. Alors maintenant, parlons particulièrement de toi, ton activité qui est Raise Impact. Est-ce Ouais. que tu peux nous décrire le type de société dans lesquelles vous investissez? Parce que là, on n'est plus Ouais. sur du seed, hein, c'est plutôt des séries B, c'est ce que tu me disais, B, c'est ça? Oui, c'est en fait la stratégie du fonds, c'est d'accompagner les entreprises qui ont un fort impact environnemental et social. Mhm. Et en fait, on cible à la fois des entreprises qui sont à ce qu'on appelle à mission, c'est-à-dire qui ont un modèle qui sont centrés sur l'impact, que ce soit dans la santé, l'éducation, etc. Mais Mhm. on cible également des entreprises qui sont en transformation, c'est-à-dire qui intègrent ces critères environnementaux et sociaux dans toute leur chaîne de valeur. Ok. Et et en fait, on prend des prises de participation minoritaire avec des tickets qui vont de 2 à 10, voire 15. En fait, là, le fonds a été lancé avec une taille de 100 millions d'euros et l'objectif, c'est de doubler sa taille. Donc, Ok. on est en période de levée maintenant. Mhm. Et vraiment, en fait, le filtre qu'on regarde, c'est est-ce que ces entreprises que l'on cible répondent à une problématique urgente et importante avec une solution systémique.
Ok. Et comment ça se concrétise? Enfin, parce que je m'intéressais aux KPIs, parce que là, on parle de Ouais. KPIs d'impact. Est-ce qu'il y a des normes en termes d'impact investing? Est-ce que vous avez vous-même défini une méthodologie pour screener ces sociétés? Comment est-ce que vous sélectionnez ces sociétés? Ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement, l'impact, c'est une notion qui peut paraître mouvante, c'est pas une science exacte. Et en fait, justement, au cœur de la définition de l'impact, ce qui est très important pour moi, c'est la notion d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on est au-delà de l'ESG, Mhm. de l'environnement social et gouvernance, où on est plus dans une démarche un peu de risque, éviter de prendre des risques. Et là, on passe à une démarche proactive de volonté de créer un impact positif. C'est le premier pilier de la définition. Et la deuxième, c'est la capacité à mesurer cet impact pour le rendre tangible. Donc, tu as raison, c'est pour ça que les indicateurs d'impact sont clés. Et en fait, nous, on a mis en place toute une méthodologie. D'ailleurs, on va faire un petit film bientôt que je t'enverrai pour essayer en fait d'arriver à calculer, à mesurer la contribution d'une entreprise, quel que soit son secteur, sa taille, etc., aux objectifs du développement durable. Mhm. Et donc ça nous permet d'avoir une notation à un instant T. Et puis après, avec les entrepreneurs qu'on souhaiterait accompagner, on dessine avec eux, on définit des indicateurs d'impact qui sont spécifiques à chaque entreprise et des objectifs. C'est un business model, un business plan impact Mhm. qui lie l'entrepreneur justement à l'atteinte de ses objectifs. Et on essaye d'agréger tout ça à l'échelle du fonds. Ok, parfait. Et du coup, vous avez maintenant, vous avez accompagné combien de sociétés? Aujourd'hui, on a 7 sociétés en portefeuille. Là, on est en train effectivement de travailler sur un 8e closing et bientôt un 9e. Donc, en fait, on a la chance de recevoir beaucoup de propositions. Je crois qu'on a reçu plus de 500 Oula, propositions depuis le lancement du fonds. eh ben, Mais je crois que c'est vraiment lié justement à cet écosystème bien spécifique de Raise et à tous les partenariats qu'on a su développer. et c'est uniquement des sociétés qui sont basées en France ou vous allez voir un peu ce qui se passe ailleurs? Ben, non, alors la thématique de l'impact étant un peu transversale par nature, sans frontières, on a la chance de pouvoir regarder ailleurs. C'est-à-dire que comme l'équipe est en France, on regarde essentiellement des projets en France, mais on peut investir également en Europe et puis marginalement aussi hors Europe. Et donc on regarde, là je regarde une société en Allemagne qui cherche à scale up en France. Donc ça nous permet voilà, d'avoir un horizon large. Ok, et vous avez des sociétés qui sont dans la finance, je sais pas, qui gèrent par exemple des problématiques de pays dans des pays sous-bancarisés. Vous avez un petit peu investigué du côté des fintech ou pas trop encore? Ouais, alors on a vu certaines propositions, on n'a pas investi en direct. Nos collègues qui gèrent le fonds Venture ont investi dans une entreprise qui permet d'offrir des crédits à des micro-entrepreneurs. Mhm. Mais on l'a fait en fait indirectement parce qu'on a aussi dans la stratégie du fonds, 80%, c'est ce que je te disais, des entreprises en croissance. On a une petite enveloppe où on peut faire du venture. Ok. Donc, sur des entreprises plus early stage, ce qui est intéressant parce que ça nous permet de voir tous les nouveaux modèles innovants sur plein de thématiques, notamment par exemple sur le plastique. Mhm. Et on a également une petite enveloppe d'investissement indirect où on peut investir dans des fonds Ok. d'impact Ouais. avec l'idée de pouvoir se diversifier d'un point de vue sectoriel, géographique et de sourcer des opportunités de co-investissement. Et là, on a fait par exemple un investissement dans un fonds qui s'appelle IEP, qui est un fonds qui investit dans des PME en Afrique Mhm. et qui est très actif sur des sujets de microfinance, sur des sujets justement de fintech dans les pays africains où on sait que aussi le mobile banking, par exemple, se développe très vite, où il y a C'est des modèles clair. innovants très efficace. Ok. Dans ce cas-là, vous collaborez avec d'autres sociétés de gestion? Comment tu sources ces fonds? Ouais, alors ben ça, ces fonds-là, c'est une équipe qui a été un peu pionnière dans l'investissement à impact en Afrique, Mhm. que j'avais eu la chance de rencontrer précédemment à l'AFD et à la BEI. Mhm. Mais effectivement, ce sont des équipes pour les investissements qu'on fera en Europe ou hors de France. L'idée, c'est effectivement de pouvoir co-investir avec des équipes de gestion qui eux ont une présence locale et une connaissance du marché plus pointue. Ouais, c'est très intéressant. Bah, du coup, ça mène à une question que j'avais sur le lien avec, parce que j'imagine que c'est un petit
petit milieu, mais les liens que vous entretenez avec les écosystèmes impact européens. Je pense, je sais pas moi, par exemple à Citizen Capital ou d'autres sociétés qui font de l'investissement au capital risque dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez des liens entretenus particuliers avec ces sociétés-là? Ouais, non, bien sûr. Il y a un écosystème qui est très riche, qui s'est développé et qui est très dynamique. Il y a des associations, par exemple, comme la French Tech en France, où en fait, où la France Invest a une commission impact qui rassemble tous les fonds d'impact et on se voit et on échange beaucoup. Il y a pas mal d'initiatives là en ce moment en pleine crise. Chaque semaine, il y a un call hebdomadaire organisé par le ministère de l'écologie et de la transition, qui est justement très dynamique sur cette thématique et où on essaye de réfléchir à des solutions et éventuellement à lancer justement des fonds de relance pour répondre aux problématiques des entreprises, de l'économie sociale et solidaire et de l'impact aujourd'hui. Donc, et puis par ailleurs, ça c'est à l'échelon français, et puis par ailleurs, on est membre de l'EVPA, qui est la European Venture Philanthropy Association, qui est au niveau européen aussi anime tout un réseau d'acteurs de l'impact, avec à la fois des fonds, mais également des fondations, des associations, et qui organisent beaucoup de choses. Oui, et j'ai vu aussi que Axel Davzac était membre de votre comité d'impact. Donc Axel Davzac, pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, c'est la directrice de la Fondation de France, ce qui équivaut à la Fondation du Luxembourg ou Fondation Roi Baudouin au Luxembourg et en Belgique. Quel est son rôle au sein du comité d'impact? Axel Davzac, elle a joué un rôle essentiel dans le lancement de ce fonds, tout d'abord, parce que c'était une décision de la Fondation de France, qui effectivement est la plus grande fondation française et qui intervient essentiellement à travers des associations abritées chez eux, et qui fait donc des programmes de subventions, de philanthropie. Et donc, ça a été une vraie décision de décider de lancer ce fonds d'impact, donc de passer et de montrer que l'investissement impact peut être un outil complémentaire sur le long terme et avoir un impact différent de la subvention. Et elle, aujourd'hui, très concrètement, dans la gouvernance du fonds, elle participe effectivement à notre premier comité dans le processus de décision, qui est un comité d'impact qui est consultatif, mais qui permet de nous challenger en fait sur l'impact des projets qu'on présente. Et donc, l'impact est vraiment au cœur, la mesure de l'impact, ce que je disais tout à l'heure, est au cœur de notre stratégie, parce que, tu vois, avant même le comité d'investissement, on regarde et on essaye de voir quelle est la contribution justement de chacune des entreprises qu'on veut accompagner aux objectifs du développement durable, quels sont les KPI d'impact qu'on va pouvoir mettre en place, comment les inciter, quelle est leur trajectoire d'amélioration. Et donc, on est beaucoup challengé par la Fondation de France sur tous ces aspects-là. Et sur le comité d'impact, vous êtes combien? Toi, tu es dedans? Qui compose ce comité? Oui, en fait, c'est l'équipe qui présente des dossiers. Et puis, il y a des membres externes, donc notamment la directrice générale de la Fondation de France. Et puis, il y a également un représentant de Ashoka, oui, bien sûr. donc entrepreneur social. Donc, ce sont des échanges très riches qui permettent de nous faire avancer sur cette thématique. Parfait, merci beaucoup. Je vois le temps qui tourne, il nous reste plus beaucoup de temps parce que je m'engage à chaque fois à tenir une demi-heure. Est-ce que tu peux partager avec nous la stratégie, la vision de Raise, parce que c'est finalement un écosystème assez neuf. Est-ce que tu peux partager avec nous l'évolution de l'activité de Raise à 5 ans? Quelle est la vision de Raise à 3-5 ans? Oui, alors c'est marrant parce on avait décidé de réfléchir à ça il y a quelques mois. On se disait, on va essayer de consolider l'objectif. Le mot-clé, c'était consolider tout ce qui a été développé. Et en même temps, Clara et Gonzague n'arrivent pas de développer des nouvelles activités. Donc, je pense que leur vision et la vision de Raise, c'est de changer le monde de façon très humble. Façon très simple. Non, mais ça va être de continuer à évoluer tout en restant fidèle, je pense, aux valeurs de Raise, aux valeurs de partage, aux valeurs d'entrepreneuriat, de bienveillance. Au sein de Raise, en fait, il y a la mixité absolue, et dans le private equity, c'est rare. Oui, j'ai été voir, avant qu'on se parle, j'ai été voir le site pour voir s'il y avait un peu de diversité. En tout cas, dans les équipes, j'étais quand même contente de voir qu'il y en avait.
Ouais, et puis en fait, moi, l'ambition secrète qu'on a aussi, c'est que Raise devienne impact. Ce fonds d'impact, il avait du sens parce qu'il se situe donc entre l'investissement classique et la fondation. C'est vraiment ça l'impact. Et peut-être ce qu'on espère, c'est que tout Raise devienne un impact dans quelques années. L'activité immobilier, là, réfléchit à lancer un fonds d'impact, Ouais. que ça contamine un peu tout le monde. Ouais. Et vous avez une volonté de vous établir et de développer dans d'autres pays européens ou ça reste pour le moment basé que à Paris? Si, non, pourquoi pas? Si, non, je pense que l'idée, c'est de rester ouvert, et notamment sur le monde. Donc, je pense que restera ouvert à toute opportunité de développement. Si. Parfait. Bah, écoute, c'est très clair. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais partager avec nous aujourd'hui? Non, je voulais juste dire qu'effectivement, là, aujourd'hui, c'est très particulier parce qu'on est en plein confinement Mhm. et que moi, je suis ravie de continuer à travailler et justement à closer des deals, etc. Et ça montre bien que cette thématique de l'impact répond à des problématiques importantes et que j'espère que ça sera un levier pour arriver à transformer de façon plus durable Mhm. nos économies. Ouais, tout à fait. Alors, tu me connais quand même, hein. Tu sais que j'aime bien les podcasts, la lecture. Est-ce qu'avant de nous quitter, tu peux partager avec nous une lecture ou un reportage qui serait lié à l'impact ou à l'innovation et que tu pourrais partager avec nos auditeurs et avec moi? Alors, écoute, non, moi j'avais, sans grande originalité, j'avais beaucoup aimé la série sur Netflix Inside Bill's Brain Mhm. sur Bill Gates, parce que je trouve que les travaux de la fondation Bill et Melinda Gates sont très novateurs et Mhm. que ce sont de vrais entrepreneurs justement au service du bien commun. Ouais. Donc, je recommande ça. Dans les podcasts, je vais faire un peu de pub pour Raise, mais la Fondation Sherpa organise des webinars en fait pour les Ouais. startups. Et donc, le prochain, justement, la semaine prochaine, c'est sur l'onboarding des équipes Excellent. à distance. Ils Oui. font des choses sur les ressources humaines à distance. Ils sont très dynamiques. Ouais. Donc, ça, je recommande Je fortement. mettrai tous les liens hein, dans le D'accord. résumé de l'épisode, hein. Il y a aussi des live talks qui sont organisés par Change Now, qui sont très inspirants pour les entrepreneurs qui veulent un peu changer les choses. Ouais. Et peut-être une lecture qui est complètement déconnectée des startups ou de l'innovation et qui, au-delà de tout message religieux, moi, m'avait beaucoup inspiré. C'est l'encyclique Laudato Si Exact. du Ouais, pape, c'est vrai. qui reste en fait super moderne et qui, avec ce message de maison commune que l'on doit préserver, dont on fait Mhm. partie inhérente et surtout qui appelle à l'action et parce que le changement commence par soi. Donc, je trouve que ça reste toujours d'actualité. Parfait. Et un dernier message à des auditeurs qui souhaiteraient s'investir dans l'impact. Qu'est-ce que tu Ben, suggérerais? je leur dirais de foncer parce que c'est l'avenir, parce que c'est l'avenir et parce que justement la crise actuelle montre qu'on doit changer de modèle, qu'il faut intégrer tous ces aspects de transition énergétique, d'avoir au cœur de nos modèles plus d'humains, Mhm. notamment la santé, la préservation de la biodiversité. Et je pense que ce seront les modèles de demain parce qu'ils sont plus résilients Ouais, et que souvent justement dans ces temps de crise naissent aussi de nouveaux modèles ouais. innovants qui marqueront l'avenir. Souhaitons-le, souhaitons-le. Ok, alors juste avant de nous quitter, sur quoi est-ce qu'on peut suivre Raise? Donc le site internet est magnifique, raise.co, raise.co. Et toi, on te contacte sur LinkedIn, Twitter, qu'est-ce que tu... Oui, bah, sur LinkedIn, la communication chez Rise est très active. Ils passent ils ont un réseau, un fil LinkedIn aussi où il y a des Ouais. informations de façon régulière et sur Twitter aussi. Et moi, et par mail sinon. Il y a tes coordonnées par mail sur LinkedIn? C'est correct? Je Non, pense. Ouais, ouais, ouais. je Ouais, mettrai ouais, ou peut-être ton sur mail. LinkedIn. Ok, super. Ok. Bon, bah, de toute façon, je mettrai tous ces éléments-là dans le résumé de l'épisode sur le site de FinScale. Aglaé, merci pour ton temps et toutes ces informations très, très utiles. À bientôt. Merci Solène. Merci à toi. Longue vie à FinScale. Bye bye. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous connecter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!